Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. L'invité du direct a le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Slim Atmani, président-directeur général du conseil d'administration de MCA Louis-Ba, le directeur général étant Sahabi Atmani, et président du cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise, CARE. Slim Atmani, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, évidemment, vous avez une actualité qui justifie de manière, on va dire, prestigieuse votre invité aujourd'hui. Vous avez été nommé à la proposition du ministère des Affaires étrangères français, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur française. C'est tout récent, félicitations. Tout à fait, oui, tout à fait. J'ai été honoré. Cette distinction vraiment me touche à un plus haut point. Et elle me touche d'autant plus que j'ai vraiment beaucoup œuvré, je continue à œuvrer et je continuerai à œuvrer pour l'amélioration du climat des affaires et pour faire évoluer la relation, surtout entreprise-État, et pour faire évoluer l'entrepreneuriat privé en Algérie. C'est pour ça que vous avez été nommé. Hein. Enfin, j'ai pas eu le temps de le dire, mais c'est pour votre travail autour de l'entreprise. C'est essentiellement pour ça et pas pour autre chose. Et cette distinction, en fait, je la partage avec beaucoup de chefs d'entreprise qui ont autant d'engagement que moi, mais qu'on ne voit peut-être pas, je suis très heureux pour eux, et je pense que cette distinction aussi est un signal qui est envoyé, un signal, certes, par la fameuse main de l'étranger, mais un signal positif qui dit, écoutez, vous pouvez pas ignorer tout cet entrepreneuriat privé en Algérie qui œuvre à faire avancer l'économie algérienne, qui est producteur de richesses, qui crée des emplois, cet entrepreneuriat privé avec lequel la relation est toujours extrêmement difficile, du moins tout aussi difficile que la relation que l'État entretient avec certains pays. Donc je pense que c'est un sujet très important qu'il va falloir mettre sur la table à un moment donné, la relation État-entreprise en Algérie. Il faut qu'on en parle très sérieusement, il faut qu'on se débarrasse de tous les tabous qui entourent cette relation, de tous les non-dits, et il faut qu'on construise quelque chose qui ait du sens pour l'Algérie, qui ait du sens pour l'entreprise, qui ait du sens aujourd'hui et qui aura du sens demain. Donc il faut qu'on soit dans une véritablement perspective de construction de la fameuse Algérie 2030, 2060, je n'en ai aucune idée, mais quelque chose où on se sent embarqué. Il faut un fort leadership aussi pour ce type d'initiative. Alors, le leadership, pour le moment, c'est dans une bonne partie vous, Slim Atmani qui l'incarnez. Vous l'incarnez à la tête de... Moi, pour la partie peut-être entrepreneuriale. Pour la partie entrepreneuriale. J'aimerais bien qu'il y ait du leadership de l'autre côté. L'autre côté, c'est le côté politique. On en parlera dans le déroulé de cette émission. C'est inévitable. On est sur Radio M. Alors, vous êtes l'un des instruments de votre action, celle qui a été reconnue et pour laquelle vous êtes honoré aujourd'hui. C'est également votre action de réflexion avec le cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise, CARE. CARE a été co-réalisateur d'une étude importante, il y a exactement une année. Elle a été restituée le 25 mai 2017 autour de la refondation de la relation entre l'entreprise et l'État, le PRE, le programme de réforme de l'entreprise. Et il s'est déroulé une année depuis. Oui. Voilà. Et il s'est déroulé une année depuis. On a envie de revenir sur cette étude qui a été remise aux autorités en mai 2017. On peut rappeler son contenu. Elle a été coproduite avec SAIP et adossée au National Business Agenda américain, puisque les Américains vous ont aidé à la produire. Oui, c'est une très belle initiative qui est partie de l'idée que ça serait fort et ça aurait du sens si on arrivait à remonter à partir de la base entrepreneuriale, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui sont à travers tout le territoire national, comprendre leurs préoccupations, les cerner autour de certains axes qu'on a identifiés, donc qu'on pourrait citer, je citerai un peu plus tard, et mettre en œuvre des propositions de réforme que pourrait mener l'État pour répondre aux préoccupations du monde de l'entreprise. Et non seulement on a été au cœur de l'entrepreneuriat algérien, puisqu'on a une équipe qui a sillonné l'Algérie pendant 1 an et demi, mais en plus,
nous avons réussi à mobiliser plus d'une trentaine d'associations et d'organisations patronales. Malheureusement, à l'exception de la plus importante, le Forum des chefs d'entreprise, qui n'a pas accepté de faire partie de l'initiative. On n'a jamais su pourquoi, alors qu'il n'y avait aucun sens politique, bien au contraire. C'était extrêmement positif, mais je pense qu'il y a encore des problèmes d'ego qui se posent probablement, mais bon, moi je suis complètement en dehors de tout cela. Quand je dis je suis en dehors de tout cela, parce qu'il faut comprendre que cette initiative, la façon dont on fonctionne au niveau de CARE, c'est que ceux qui ont porté l'initiative, qui sont des membres de CARE, c'est eux qui sont mis en avant. Ce n'est absolument pas le président ou d'autres membres. Certes, c'est CARE, le label c'est CARE, mais c'est surtout ceux qui ont réalisé et qui ont consacré du temps et qui ont mis de l'énergie pendant 1 an et demi à porter cela. Donc, ces 30 associations qui ont accepté de co-signer ce travail a été remis aux autorités, sanctionné par des recommandations, et surtout, au terme, évidemment, au moment où on a remis, on a lancé l'Observatoire du climat des affaires. Et c'est probablement là que nous avons commencé à avoir des résultats cette année. Je pourrais vous en parler. Alors, les retours sont attendus. L'enquête devrait être renouvelée tous les 3 ans. C'est ce que nous avait dit Sami Boukaïla, d'ailleurs, qui était venu ici nous présenter les premiers outputs de cette étude, en même temps qu'elle était présentée aux autorités. Et il nous avait parlé de 5 axes de réforme possibles. La gouvernance et l'action de l'État, donc le premier axe, la compétitivité des entreprises, le financement des entreprises, la fiscalité et la ressource humaine. Oui. Alors, l'observateur est en train de se mettre en place. Est-ce que, une année après, vous sentez qu'il se passe quelque chose sur ces 5 axes que vous avez identifiés pour rendre les entreprises algériennes plus compétitives? Oui. Alors, l'observatoire a été mis en place. On a beaucoup communiqué sur l'existence de l'observatoire et le fait que tous les 3 mois, un sondage est effectué auprès d'un panel de 250 chefs d'entreprise. On aurait pu en avoir plus. Malheureusement, peu ont répondu, et c'est là où on continue à penser qu'il y a un problème. C'est cette absence de confiance en l'intelligence collective. L'Algérien ne croit pas au fait qu'ensemble on peut bâtir des montagnes. L'Algérien est convaincu que seul, par son relationnel, il peut aller affronter les multinationales du monde entier. Or, c'est une grave erreur. Donc, quand on voit le nombre de réponses et le panel que nous avons, 250, de mon point de vue, certains peuvent juger que c'est représentatif. Moi, je juge que ce n'est vraiment pas suffisant qu'il y ait 250 entreprises. Mais ils étaient bien répartis sur le territoire national et de différentes tailles. Bien, mais la réponse sur Internet et les résultats de la réponse dénotent des profondes préoccupations qu'ont les chefs d'entreprise. La note moyenne sur 20 n'a pas dépassé 7 sur 20 au total sur les 5 axes, sur chacun des 5 axes. Donc c'est dire la gravité de la situation, c'est dire le fait qu'il faut véritablement s'atteler à répondre aux problèmes de la gouvernance et action de l'État, aux problèmes de la compétitivité, aux problèmes de la fiscalité, aux problèmes du financement et aux problèmes des ressources humaines. On sait qu'il y a un problème de gouvernance de l'État, puisque l'État réellement un discours où il met en avant, entre guillemets, le monde de l'entreprise, mais 9 fois sur 10, chaque fois qu'il fait un discours positif, dans les 48 heures, on entend des propos négatifs. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, quand il s'agissait du projet de Annab, l'usine de sidérurgie de Annab, oui, qui a été reprise par l'État. Grâce à la BEA. Grâce à la BEA. La déclaration est forte et lourde de sens. Dire maintenant, nous allons retrouver la compétitivité, maintenant que ce n'est plus le secteur privé qui la gère, c'est une déclaration qui, à mon sens... Qui a dit ça? Vous l'avez... Le ministre de l'Industrie? Oui, le ministre de l'Industrie. Donc, elle est reprise sur les journaux, ouais, et sur les sites Internet. Moi, quand j'ai lu ça... Enfin, il y a un moment que j'ai décroché avec Yousfi, mais c'est pas un problème. Non, mais un président de patronat qui se respecte doit impérativement réagir. Alors, on va poser la question tout de suite. Est-ce que la discrimination, secteur public, secteur privé,
continue d'opérer en dépit de tout ce qui a pu être dit. Oui, bon, moi j'ai reçu des chefs d'entreprise. Je suis administrateur d'une entreprise privée dans laquelle je suis actionnaire, qui n'est pas la mienne, mais qui appartient à un autre groupe. Cette entreprise-là passe son temps à se battre contre la discrimination. Il suffit de regarder le secteur des assurances. Et ça passe comment ? Par les appels d'offres ? Mais ça passe par les appels d'offres, ça passe par les injonctions, ça passe par juste, ne serait-ce que les documents légaux à fournir, la communication, la transparence. Ça passe par tout cela. On ne peut pas continuer à accepter ce genre de pratiques. Pourquoi faut-il les accepter ? J'essaye, vous savez, je me pose beaucoup de questions. Pourquoi on accepte un fonctionnement où il y a autant de distorsions dans l'économie algérienne ? Pourquoi ? Alors qu'on est assis sur un véritable trésor qui s'appelle l'Algérie, trésor de ressources humaines, trésor de ressources naturelles, position géographique extraordinaire. On peut expliquer un petit peu le mot distorsion à nos amis auditeurs. Je vais l'expliquer pour vous en 5 secondes. Il faudrait écrire un livre de 1000 pages pour comprendre ce qui se passe. Ce que vous décrivez ici, on va peut-être ressembler à des lobbyistes, vous et moi, dans cette émission, mais... on est dans le secteur des médias, Interface Média, éditrice de Radio M, éditrice de médias électroniques. La presse papier est en crise complètement. Dans la presse papier, il y a des titres publics, il y a des titres parapublics. L'ANEP donne de la pub à des journaux qui n'apparaissent quasiment plus. Et c'est un peu la distorsion. Cette pub pourrait aller irriguer un secteur émergent qui s'appelle celui de la presse électronique, qui lui sort des radars du pouvoir. Le privé algérien est vécu un peu comme étant la mouche du coche. Dans ce cas précis, c'est ça la distorsion. La richesse, les ressources ne vont pas là où elles devraient aller. Oui, c'est comme ça que vous la définissez. Oui, J'ai cité un exemple que je connais, mais dans votre secteur, c'est quoi ? Non, mais c'est dans la boisson. Vous n'avez pas de grands opérateurs dans la boisson publique qui vous embêtent ? Non, il y en a plus. Dans le secteur de... Vous avez la chance d'être dans un secteur plus concurrentiel que le nôtre. Oui, dans un secteur un peu plus compliqué, un peu plus concurrentiel. Et puis l'agroalimentaire, depuis des années, a déjà perdu son acteur public, heureusement d'ailleurs, parce que raconter perpétuellement que l'acteur public est meilleur, il peut pas être meilleur. Il peut pas être meilleur pour diverses raisons. Il peut pas être meilleur parce qu'il n'a pas d'autonomie de gestion. Il ne peut pas être meilleur parce qu'il n'est pas redevable de ce qu'il fait. Il ne peut pas être meilleur parce que la relation entre le travailleur et la tête de l'entreprise ne peut pas être une relation qui est construite autour d'une vision pour l'entreprise. La vision de l'État est venue se substituer complètement à la vision de l'entreprise. Il n'y a pas de perspective il n'y a pas plutôt d'objectifs de rentabilité, d'objectifs de positionnement stratégique, d'objectifs de déploiement de l'entreprise à l'échelle internationale. Là, on est dans tout ce que vous avez dit, on est sur la gouvernance et l'action de l'État. Il y a dans le PRE, il y a aussi un axe qui s'appelle compétitivité des entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit peu de l'autocritique qu'il faut faire du côté des entreprises elles-mêmes ? Complètement, tout à fait. Pour être équilibré. Bien sûr que la compétitivité aujourd'hui pour être équilibrée, mais quand vous avez des associations patronales qui sont en train d'appeler corps et âme à la fermeture du marché algérien, c'est pas antinomique avec la compétitivité. Mais ça c'est nouveau, ça. Le manque de compétitivité non, c'est pas nouveau. Depuis toujours, fermer le marché, monopole, laissez-nous des murs pour l'Algérie, on vit en vase clos, on va changer de nom, Albanie, pas Algérie. Il faut arrêter tout cela. Comment voulez-vous qu'une entreprise soit compétitive quand elle n'a plus de concurrence ? Attendez, je connais des acteurs quand même, par exemple dans la céramique, qui ont été complètement laminés, ou dans le textile, par l'inverse, par une ouverture qui les a... c'est parce qu'on ne pose pas la bonne question. L'acteur qui dit... je suis laminé par la concurrence, l'acteur devrait dire... étrangère, qui n'est pas suffisamment taxé, etc. Voilà, d'abord, pourquoi lui est compétitif ? Il est compétitif parce que les facteurs de compétitivité qu'il a lui permettent de me battre. Mettez-moi dans les mêmes conditions. C'est pour ça qu'on devrait se battre. On devrait se battre pour être compétitif. Mais est-ce que nous savons être compétitifs ? C'est la véritable question. Est-ce que nous savons être compétitifs ? Est-ce que nous savons identifier quels sont les facteurs de compétitivité ? Qu'est-ce qui fait que l'autre me bat ? Est-ce qu'on a fait l'exercice ?
Moi, je pense que nous n'avons jamais fait l'exercice. On est toujours en attente. On peut en citer un des facteurs de compétitivité. On est trop fermé sur les entreprises familiales. On n'ouvre pas suffisamment. On n'a pas les qualités de management. Est-ce que ça, c'est un des facteurs qui ralentissent la compétitivité? D'abord, c'est l'entrepreneuriat privé algérien est relativement jeune, ça, mais c'est pas forcément un facteur de compétitivité. C'est une question. Je sais pas ce que j'ai dit. Le fait d'entreprise familiale, etc. Moi, je pense que c'est à mettre de côté. C'est pas ça. Il faut véritablement regarder au niveau de l'industrie, je prends mon cas, quels sont les intrants que j'utilise. Ces intrants-là, quel est son niveau de quel est leur niveau de taxation? Est-ce qu'ils sont produits localement, oui ou non? S'ils sont produits localement, je vais les acheter localement, mais est-ce qu'ils sont compétitifs par rapport aux intrants internationaux qui sont utilisés par un compétiteur international? Et moi, je ne dois pas travailler de façon isolée. Et c'est ce que je fais, du moins c'est ce que nous faisons dans mon entreprise. Pour les intrants que nous avons, on interpelle les producteurs locaux d'intrants en leur disant « Attention, le marché mondial, par exemple, de tel ingrédient, c'est tel prix. Si j'ajoute les droits de douane et les taxes, ça va arriver à tel prix. Si je veux aller sur l'international, je dois de toutes les façons enlever les droits de douane, mais je dois me situer à ce prix d'acquisition de l'intrant. Tu peux pas me le vendre plus cher, parce que moi, si tu me le vends plus cher, tu m'enfermes dans mon territoire. Et effectivement, je ne pourrais plus m'inscrire dans cette histoire qu'on est en train de raconter de l'export à tout va, qui est louable, qui est nécessaire. Il y a des entreprises algériennes, j'exporte timidement, mais je ne représente pas les quelques rares entreprises algériennes qui ont un réel besoin d'exploser à l'international, parce que le marché est devenu trop étroit pour elles. Oui. Il y en a une d'entre elles qui est en train de bien avancer sur le marché africain. Franchement, je salue leurs efforts, mais c'est des entreprises qui ne peuvent plus rester sur le marché national. On va en parler en troisième partie de l'émission. Un mot quand même sur les autres axes que vous avez développés. Le financement des entreprises, c'est une problématique. À un moment donné, il y a eu un tarissement du crédit. On nous dit que ça va un peu mieux de ce côté-là. Mais les autres modes de financement en dehors du crédit, vous êtes à la Bourse d'Alger, l'entrée vous avez eu un problème, vous n'avez pas pu laisser repartir pour la deuxième partie votre fonds d'investissement étranger. Ouais. Il n'a pas pu faire la transaction qui lui permet de vendre. Donc de ce côté-là, quand on pense financement par fonds d'investissement, les moyens modernes de financer en fonds propres le développement des entreprises, il y a toujours un problème en Algérie. Il y a toujours un problème. Je n'arrive plus à comprendre. J'arrive plus à comprendre certaines choses. Vous avez un discours du chef de l'État qui dit il faut accélérer la transformation, la modernisation du système financier algérien, avec beaucoup d'insistance et beaucoup de répétitions au cours des 4 dernières années. Quelle que soit la position politique que vous pouvez avoir par rapport au chef de l'État, dans tous les discours, il y a une répétition perpétuelle de cela. Il semblerait même qu'on a ramené M. Abdelrahman Ben Khelfa pour exécuter cette ligne de feuille de route. Cette feuille de route-là ne s'exécute pas. Deuxièmement, j'entends quelques acteurs des banques, du secteur bancaire, qui disent on nous empêche de mettre en œuvre des outils modernes de financement. On nous cantonne crédit dans des outils véritablement rudimentaires. La raison est que les banques publiques tardent à faire leur mieux. Bon, ok. Troisièmement, des incohérences de type. Il y a la loi 4951, la bourse d'Alger est ouverte, il y a 5 titres. Pourquoi la loi 4951 ne s'applique pas aussi sur la bourse ? J'ai interrogé la Banque centrale qui concrètement, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on devrait autoriser les étrangers à acheter à la Bourse d'Alger jusqu'à hauteur de 49%. Jusqu'à hauteur de 40%. Mais c'est pas autorisé. C'est que la loi existe. Pourquoi un étranger ne peut pas acheter à la Bourse d'Alger ? Pourquoi un Algérien qui vit à Paris, qui vit à Montréal, qui vit à New York, ne peut pas acheter une action à la Bourse d'Alger. Vous savez, j'ai un Algérien que je veux intégrer dans mon conseil d'administration, un Algérien expert mondial que je veux intégrer dans mon conseil d'administration, je ne peux pas l'intégrer dans mon conseil d'administration parce que la loi dit qu'il doit détenir une action. Or, il ne peut pas acheter une action.
parce que ce monsieur-là vit à l'étranger. Oui. Mais écoutez, de deux choses l'une, ou bien on veut prendre réellement à bras-le-corps les problèmes de l'économie algérienne, ou bien on se fout de la gueule du monde. On va avancer. Alors moi j'ai l'impression qu'on est en train de se foutre de nous à longueur de journée. On est en train de nous raconter des histoires. Moi, le fonds d'investissement qui devait sortir, et qui avait l'autorisation de sortie, et qui a été bloqué pour des raisons tout à fait personnelles et qui n'ont rien à voir. On peut rappeler pour nos amis auditeurs, c'est Vital qui avait fait une offre d'achat de oui, ce... comment c'est à cause de Vital qu'il a été bloqué. Non, mais peu importe. On ne voulait pas que Vital vienne dans le capital de NCA. Non, mais attendez, mais comment le ministère de l'Industrie interfère avec le fonctionnement de la bourse, Droit de préemption. Je veux vous vendre, c'est Hassan Al-Qadi, je veux vous vendre ma voiture. Vous avez le ministère de l'Industrie qui est venu dire non, tu la vends pas à Hassan, tu la vends à Ali, le photographe qui est juste là à côté. En l'occurrence, c'est Ahmed. Non, mais attendez, c'est Ahmed. Mais attendez, franchement, comment le patronat, moi je dis encore une fois, comment le patronat ne s'empare pas de ces sujets-là? Comment le patronat ne met pas ces sujets sur la table pour dire ça suffit, arrêtons de partir dans tous les sens. Quand la semaine dernière j'ai parlé de paresse et d'incompétence, on est dans une situation de paresse et d'incompétence claire, parce que l'administration ne veut pas faire l'effort de revoir, je dis bien l'effort de revoir le texte. Les textes qui, pour certains, sont bons, d'autres sont à revoir. L'effort de révision des textes est nécessaire dans une nation, dans un pays. Qui est en train de le faire actuellement? Je vous pose la question, peut-être qui, dans les économistes, est en train de regarder un peu le millefeuille administratif, le millefeuille réglementaire algérien, qui est en train de faire le nettoyage et de se dire est-ce qu'il y a de la cohérence fiscale, est-ce qu'il n'y a pas de cohérence, est-ce qu'il y a de la cohérence administrative, est-ce qu'il n'y a Pendant longtemps, c'est M. Zikara au ministère des Finances. Mais même M. Zikara est directeur des impôts. Maintenant, il risque de me gronder si je le critique. Je ne veux pas le critiquer. Mais justement, c'est une transition vers la fiscalité. Non, mais vous avez prévu l'axe fiscalité. L'axe fiscalité, c'est prévu aussi. Oui. Alors, quel progrès on peut attendre de ce côté-là? Sur l'axe fiscalité, je vous avoue qu'on est au niveau de Caire, on est en train de travailler sur le sujet, on est en train de travailler sur un manifeste, une espèce de livre blanc en quelque sorte, j'espère qui sera rendu public avant la fin de l'année, où on va véritablement venir avec des propositions construites pour plus de cohérence fiscale, pour accompagner le renouveau de l'économie algérienne. Je n'ai pas encore un titre précis pour cela, mais on a un travail qu'on est en train de mener. On croit beaucoup à l'axe fiscalité. Pourquoi? Parce que si vous regardez, je vais dire quelque chose sans avoir d'éléments tangibles. Je suis convaincu que quand on parle de création d'entreprises en Algérie et qu'on parle du boom de création d'entreprises, d'abord c'est toutes des TPE et des PME qui sont en cours de création, c'est toutes des TPE et PME qui s'inscrivent dans une fiscalité de type forfaitaire. Et la raison est que le système fiscal les effraie. La raison est que le système fiscal est incohérent. La raison est que le système fiscal est très souvent injuste. Injuste pour plusieurs raisons. Peur, mais ça ne veut pas dire que c'est des individus, non. Mais la raison est que le système fiscal pose de véritables problèmes. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez aussi beaucoup de jeunes qui ont de très bonnes idées. Moi, j'en ai rencontré la semaine dernière, qui sont dans des secteurs d'activité, et je leur ai posé directement la question. Est-ce que vous payez vos impôts? On est dans le forfaitaire, nous. Personne ne veut de facture. Est-ce que vous pensez, et je leur ai dit ça, est-ce que vous pensez que vous pouvez continuer à vivre dans un pays où l'État ne va plus rien recevoir d'argent des entreprises et l'État ne va plus pouvoir payer ni les routes, ni les hôpitaux, ni quoi que ce soit? La réponse est automatique pour eux, dans leur tête, mais il y a le gaz et le pétrole, de toutes les façons, ils payent avec ça, ils ont toujours fait ça depuis des années, ils n'ont qu'à réduire les subventions, ils n'ont qu'à faire ceci, mais nous trucider avec cette tonne d'impôts, puisque, je le rappelle, et je m'inscris en faux contre les déclarations qui disent qu'on ne paye pas beaucoup d'impôts, en moyenne, ce qu'on observe, et vous n'avez qu'à regarder sur le Doing Business, et toutes les études sont là pour le prouver, on paye plus de 70% d'impôts en équivalent sur le chiffre d'affaires, ce qui est stratosphérique. On est le pays Attendez, où c'est que vous avez trouvé ces 70%, monsieur Atmani? Mais en fait, c'est un... l'IBS, l'IRG, la TAP, tout accumulé, ça donne... Et les charges patronales, tout ça cumulé, ça vous donne 72% en moyenne sur l'Algérie. Ce qui est énorme.
Les gens ne réalisent pas. Les charges patronales sont appliquées sur la ressource humaine. Non, mais il y a une partie qui est payée par l'entreprise et qui correspond à un pourcentage qui a un impact sur les revenus. En fait... Attendez, 72%, mais on va revoir ça. On va faire un article dans Maghreb Émergent pour essayer de voir avec un fiscaliste. Vous n'avez qu'à regarder juste. Mais 72%, c'est la première fois que j'entends un montant aussi important. Oui, c'est un montant important. Il est supérieur à ceux des pays scandinaves, là. Oui, supérieur. La TAP. C'est 2% sur le chiffre d'affaires, devenu 1%. Pour beaucoup, devenu 1%, mais pour l'industrie. Mais l'industrie n'a jamais... C'est la distribution qui pose problème. Il y a un truc, c'est la façon dont l'impôt est fait. Il y a beaucoup d'entreprises, effectivement, qui bénéficient d'abattements et d'avantages fiscaux. Oui, c'est vrai. Mais celles qui payent, et là on revient à la notion de compétitivité, dites-moi, une entreprise qui a passé 20 ans de sa vie, 30 ans de sa vie ou 15 ans de sa vie à bâtir son image et sa compétitivité, ok ? Cette entreprise, peut-être il y a 25 ans, ne bénéficiait pas d'avantages tels que ceux que l'on trouve aujourd'hui. Se retrouve sur le marché face à une entreprise qui vient d'arriver et qui se retrouve à payer 0% d'impôt. Et la première chose qu'elle fait, c'est de casser les prix. On en parlera dans la conjonction. Non mais attendez, oui, on peut abîmer les joyaux de la famille. D'ailleurs, je vous le disais tout à l'heure avant d'entrer dans l'émission, on parle beaucoup d'inflation, mais on parle pas beaucoup de déflation en Algérie. Et la déflation, on va en parler tout à l'heure, la déflation, celle que je comprends moi, je suis pas économiste, les économistes devraient s'intéresser particulièrement à ce mot qui concerne aujourd'hui l'économie algérienne alors que personne n'en parle. On va en toucher un mot parce qu'effectivement c'est un concept nouveau. Alors la ressource humaine. Juste d'un dernier mot. Est-ce que votre proposition de réforme de la fiscalité que vous avez fait avec cette enquête, cette co-enquête avec SAIP, est-ce qu'elle n'arrive pas un peu en retard? Est-ce qu'elle n'aurait pas dû être engagée quand les revenus du pétrole étaient très importants? C'est une vraie question. Est-ce que c'est encore possible de changer la fiscalité pour aller vers un système plus simple pour essayer d'élargir l'assiette? Le FMI appelle le gouvernement algérien à élargir l'assiette. Mais nous, avant le FMI, nous avons appelé à l'élargissement de l'assiette. Mais ça dépend aussi de la voix. Quand votre voix est crédible, je considère que la voix de Kerr a construit une forme de crédibilité, mais pas suffisante pour influencer le pouvoir. Je le reconnais. Quand je dis le pouvoir, j'ai pas dit l'État. On m'a reproché à plusieurs reprises de ne pas dire le gouvernement. Je dis pas le gouvernement, je dis le pouvoir, parce que le gouvernement exécute ce que le pouvoir lui dit. Aujourd'hui, en Algérie, nous n'avons pas suffisamment. On nous entend, on nous écoute pas. Bon, je le répète, je l'avais déjà dit pour le cas de Nebni. On nous entend, on nous écoute pas, comme si on n'avait pas suffisamment de crédibilité. Et ce qui est étonnant, chaque fois que l'un des think tanks, qu'il soit Kerr, Nebni ou autre, chaque fois qu'il y a des propositions fortes de la part de la société civile et qui ont du sens et qui permettent de faire avancer, comme par hasard, on voit émerger des experts dans des journaux ou dans les médias qui viennent contredire, mais de façon complètement absurde, les propositions qui sont faites et qui sont la voix 2. La voix 2 a dit non. Bon, d'accord, c'est non. Et d'ailleurs, l'expert intel, avec bardé de diplômes, comme un général russe, avec plein de trucs, il arrive et il dit non, c'est non, c'est non, c'est non. Ok, d'accord. Pourquoi je dis ça ? Parce que mon discours depuis des années est axé sur quelque chose qui s'appelle la confiance. La confiance. Personne ne veut absolument ouvrir le débat sur la confiance entre le citoyen et l'État. Alors, entre l'entreprise et l'État, Slimane Toumani, on ne va pas avoir le temps de parler de la ressource humaine, mais au fond du problème, c'est une question de confiance. Pourquoi il n'y a pas un pacte fort entre le monde des affaires et l'État en Algérie qui permette de réaliser cet agenda de l'émergence du privé dont on sait maintenant, on a l'exemple chinois, on a l'exemple coréen 30 ans avant, qui permet de faire bondir les PIB d'un pays? Parce que moi je suis convaincu que l'État préfère un pacte individu divisé pour mieux régner qu'un pacte corporation. Et dans une logique d'individu, on peut tirer les ficelles que l'on veut. Dans une logique de corporation, c'est peut-être un peu plus difficile. Aujourd'hui, vous avez des individus qui sont entre guillemets, les représentants des individus dans le monde patronal qui sont en quelque sorte les représentants de l'État et du pouvoir au sein de la sphère entrepreneuriale. C'est eux qui mènent la danse. Quand on regarde un peu la généalogie du capitalisme algérien, qui est né pour une grande partie du flanc de l'appareil de l'État, on a aujourd'hui suffisamment d'entreprises institutionnalisées, qui est des champions d'ailleurs, qui pourraient construire un contre-modèle collectif comme celui auquel vous appelez, et qui n'est pas
celui juste du tête-à-tête. On a le modèle Haddad Kouninef qui s'est emparé un peu du FCE et qui fait passer son agenda, qui est un agenda d'affaires. Je vais pas considérer que c'est vital, c'est vertueux. Hein. Non, mais c'est l'association la plus puissante d'Algérie. Voilà, la plus puissante d'Algérie. Pourquoi elle n'arrive pas à construire un contre-modèle avec des acteurs comme vous, ceux qui sont dans le Caire, etc. Pour s'en sortir, il faut qu'on travaille dans un pacte entre le politique et le monde des affaires. Mais parce que vous oubliez la conjoncture politique, parce que aujourd'hui n'importe quel développement d'une association qui viendrait contrer, qui viendrait titiller le forum se verrait complètement détruite. Honnêtement. À ce point ? Oui, les gens ont peur. Enfin, on prête quand même des pouvoirs à Ali Haddad qui n'a pas. Ali Haddad lui-même a été ratatiné lors du forum africain par la sortie du gouvernement et il a eu le profil bas. Il a été ratatiné par un Premier ministre. Bien sûr, le Premier ministre est tombé. Les chefs d'entreprise ont peur. La confiance n'est pas là. Les chefs d'entreprise ont peur. Ils ne peuvent pas exprimer une opinion contraire à la ligne. Et c'est pas possible, ils ont peur. Ils préfèrent faire leurs affaires, gagner leur vie. C'est vrai, beaucoup gagnent très bien leur vie, se sont enrichis. En fait, on a une bourgeoisie. Non, mais expliquez-moi. En Algérie, on a une bourgeoisie qui n'assume pas son statut historique. C'est ça, parce que ailleurs dans le monde, quand on a assez de puissance économique, on finit par dire ça va pas ici, le dire un peu plus haut. Pourquoi on le dirait pas plus haut ? Enfin, vous le faites. Bon, c'est pas à vous que s'adresse ce reproche, évidemment. C'est pas peut-être parce que je gagne pas assez pour me la fermer. Le fait est. Vous pensez que ça dépend de ça, Slimane Toumani ? Quand on est très riche, on devient plus peureux. C'est quand même étrange. Nous, on a appris que, en fait, l'aisance matérielle donne plutôt de la liberté. C'est l'inverse. Je pense que c'est l'inverse ici. Expliquez-moi, qu'est-ce qui les motiverait à changer de position aujourd'hui ? On sent que le pays va pas dans la bonne direction. On est en retard. On devrait être bien plus en avant. Tout le monde le ressent. On est en retard sur tellement de secteurs. Mais ils le disent en privé que ça va pas. Mais dans la réalité, le type, à la fin du mois, il regarde ses comptes. Je suis plus 20, je suis plus 30, mon compte, clac, se remplit. Et ça dépend vraiment du politique, ces choses-là. Est-ce que vraiment, autant que ça, un bon de commande, l'État ne régente pas tout. Il y a des gens qui réussissent en dépit de la volonté politique de l'État. Ça peut exister. Oui, bien sûr. Pas dans l'informel, je parle des institutionnels, si c'est à ça que vous pensez. Il y a des institutionnels qui réussissent en adoptant profil bas. Ils sont tranquilles dans leur coin, ils font pas de vagues, on leur demande rien. Mais il y a des responsabilités quand même. Mais un chef d'entreprise, le monde a changé. Le chef d'entreprise ne peut plus rester enfermé dans son propre univers. Le chef d'entreprise doit avoir une dimension sociale. Et si le chef d'entreprise considère que non, je reste dans mon petit coin, je m'en fous de la taxe, non, ça va, j'ai mon résultat, ça marche bien, alhamdoulilah, mais c'est terminé. Oh, non, ils font ce qu'ils veulent. Surtout ne pas les embêter. Si je les embête, après je vais voir. Soit ça va diminuer, soit ils vont me compliquer la vie. Je veux pas qu'ils me compliquent la vie. Bon, ok. Moi, je peux pas. Je ne peux pas m'inscrire dans cette philosophie. Je ne suis pas un chef d'entreprise comme ça. Je ne demande pas aux autres d'être comme moi. Ce que je dis, c'est ce qui prévaut. Quand vous dites qu'il y en a qui réussissent, oui, il y en a qui réussissent, sont tranquilles dans leur coin, ils réussissent, font leur petit bout de chemin, ils gagnent très bien leur vie et ils sont pas prêts à faire de vagues. On revient au point de l'intelligence collective. On leur demande pas ça. On leur dit, écoutez, on n'est pas en train d'aller dans la bonne direction. Prenez conscience du fait que ce que vous avez aujourd'hui n'est pas un acquis. Si on va dans cette direction, ce que vous avez, que vous pensez que c'est tranquille, ça va être menacé. Peut-être qu'à ce moment-là, ils vont commencer à réfléchir autrement. Votre contribution, on ne vous demande pas d'insulter le gouvernement, on ne vous demande pas d'insulter X ou Y, on ne vous demande pas de faire la révolution, on vous demande de vous unir ensemble, de faire preuve d'une intelligence collective pour proposer ce que vous appelez comme un Small Business Act à l'américaine, bâtir un document qui va permettre de bâtir une relation entre l'État et l'entreprise. Créer un espace, la fameuse tripartite, en elle-même, c'est un espace. On aurait pu le faire évoluer, cet espace. Oui. On l'a laissé dériver. Qui l'a laissé dériver ? C'est pas l'État qui l'a laissé dériver. Là, l'État est très bien, il est dans son rôle.
c'est le monde de l'entreprise qui l'a laissé. L'État l'a fermé aussi. On a refusé, par exemple, pour la partie qui m'intéresse, la partie représentant du monde du travail, on reste enfermé face à l'UJTR, alors que la dynamique aujourd'hui, elle est chez les syndicats indépendants. Non, mais qui aurait pu taper du poing sur la table? Le monde de l'entreprise. On aurait dit non. Non, excusez-moi. C'est l'espace de concertation. On est entre quatre murs, on est à trois. Tous les acteurs devraient être là. Tous les acteurs doivent être là. Moi, je veux un autre type de relation. Il n'y a pas de problème. Vous avez le pouvoir, vous êtes le pouvoir politique. Ça, c'est votre affaire. Moi, je suis l'économique. Moi, je vais produire de la richesse. Je vais créer des emplois. Est-ce que je vais créer des emplois qui sont bons pour l'Algérie? Parce que la qualité de l'emploi est importante. La qualité du type d'entreprise qu'on est en train de créer en Algérie, on doit pouvoir la qualifier, bonne ou mauvaise. Moi, je vous dis, aujourd'hui, le chiffre qui est annoncé, je ne sais pas de combien il est précisément, ce n'est pas de la bonne qualité d'entreprise qui est produite. Les industries, la façon dont c'est en train de se développer, ce n'est pas de la bonne qualité d'industrie. Parce que tiens, Hersen, il a monté une usine de ça. Paraît-il que ça marche. 200 entreprises se mettent à faire exactement la même chose. Et les autorisations qui tombent. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe ? Ah, la banque n'a pas voulu me donner un crédit. Quelle banque? C'est une banque internationale. Pourquoi? Parce qu'elle a un département études et recherches. Tiens, va dans l'entreprise banque publique. Pourquoi tu vas dans une banque publique? Parce qu'elle me donne le crédit. Pourquoi elle te donne le crédit? Parce qu'ils ne sont pas structurés en département études et recherches. Ce qui fait que regarder la taille du marché et juger de l'opportunité de vous accorder un crédit parce qu'il y a X acteurs, oui ou non, on ne l'a pas encore. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça nous amène, vous avez parlé, moi je m'occupe de l'économie. L'économie, comment va-t-elle en ce moment? On va essayer de profiter de votre présence pour récupérer quelques éléments de conjoncture. Le gouvernement s'est remis à dépenser, notamment dans le chapitre équipement. Ça a profité en priorité aux compagnies des BTP qui ont recouvert un peu de trésorerie au premier semestre de cette année. Est-ce que votre secteur de l'agroalimentaire a bénéficié de cette relance de la dépense publique, en tous les cas pour son chapitre équipement? Alors, quand l'Algérie a décidé de se pencher véritablement sur son problème de déficit, on avait réagi au sein de CAIR. En fait, personnellement, j'avais, pas au nom de CAIR, mais à titre privé, j'avais dit, moi, je ne suis pas pour l'arrêt de la dépense publique sur les projets d'infrastructure pour l'Algérie. Au contraire, j'étais celui qui prenait la continuité dans le développement de l'infrastructure algérienne. L'Algérie a besoin de développer son infrastructure, et deuxièmement, l'Algérie a besoin, et on ne le dit pas suffisamment, le jour où vous pencherez sur le problème de l'entretien de l'infrastructure Algérie, c'est un vrai problème. Vous verrez que on y est déjà. C'est là que le problème réside. Ce sont deux choses qui, pour moi, sont fondamentales. Regardez dans quel état les infrastructures algériennes comment elles sont entretenues. C'est un désastre. Pourtant, autour de l'entretien de l'infrastructure Algérie, il y a une économie à créer. Il y a une économie gigantesque à créer. Donc, mais est-ce que vous avez été écouté? C'était aussi le point de vue de la task force, hein. Oui, c'était aussi le point de vue de la task force, de ne pas trop réduire. Ça s'est fait en 2016. Moi, j'ai lourdement insisté bien avant 2016, et j'avais dit, n'arrêtons pas ça. Même s'il fallait s'endetter juste pour le volet infrastructure, il fallait que l'Algérie l'accepte, parce qu'elle a urgemment besoin de développer son infrastructure pour pouvoir se projeter dans le futur. Concernant l'agroalimentaire, est-ce que nous avons été touchés? Est-ce qu'on a bénéficié de ceci, cela? Le ruissellement. Le ruissellement. Non, le secteur agro-industriel, du moins le secteur des boissons, a été un des secteurs les plus touchés par la crise. Et quand je vous parlais de déflation, honnêtement, on a observé des chiffres que nous n'avions jamais observés depuis une vingtaine d'années. Dégradation complètement de l'acte d'achat. Les ménages font des arbitrages extraordinaires. Le secteur des boissons, lourdement touché. Je pense que dans le secteur des boissons, il va y avoir de la consolidation dans pas longtemps, dans les 24 à 36 prochains mois. C'est-à-dire ça veut dire des plus gros qui achètent des plus petits? Ça veut dire des plus gros qui achètent des plus petits, ou des gros moyens qui vont fusionner, parce que il va falloir qu'il y ait du sens aussi dans ces consolidations. Il y a trop d'acteurs en Algérie dans le secteur des boissons. Trop d'acteurs versus la population. Trop d'acteurs versus la diversification.
Donc c'est très très important de commencer à analyser de près les secteurs d'activité et comprendre qu'il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place, et il faut qu'on se pose aussi la question, est-ce qu'il y a les outils et les instruments qui vont permettre d'amortir le choc, parce qu'il va y avoir des pertes d'emplois massives dans le secteur. Je vous parlais du secteur des boissons. Maintenant, il y a d'autres secteurs qui ont sorti leur épingle du jeu, sur des secteurs tels que le sucre, tels que l'huile, où on n'a pas vu de baisse de la consommation. C'est étrange, même si le secteur des boissons a diminué son volume de vente et a diminué les quantités de sucre. Sur le sucre en Algérie, la consommation a repris de plus bas. On est à peu près sûr que ça va pas par le trabando, ça va pas à l'étranger, tout ça c'est fini. Non, ça va pas à l'étranger, mais c'est qu'il y a... Chez l'étranger, chez nos voisins. On revient, explosion du développement des fast-food, explosion du développement des pâtisseries en Algérie. Il y en a de plus en plus, et qui font des produits qui n'ont rien à envier à plusieurs pays qui sont réputés pour cela dans le monde. Donc on a une activité qui est en train de se monter. Alors ce que vous dites pour l'entreprise en général, la conjoncture, elle n'est pas la même pour tous. Non, elle n'est pas la même pour toutes. Et la baisse du pouvoir d'achat, parce que ça vous l'avez constaté, conduit à des arbitrages des ménages qui profitent à certains et défavorisent d'autres. Tout à fait. Ils perdent du pouvoir d'achat, la dévaluation du dinar. On est dans l'économie de marché jusque-là, c'est maintenant. Il n'y a pas de quoi se plaindre. Non, mais écoutez, les règles de jeu sont les règles de jeu. Ça a baissé. Je vous parlais tout à l'heure de déflation. Ce qu'il y a d'embêtant, c'est dans notre secteur, dans le secteur des boissons, déjà qui était un secteur à faible marge. Enfin, du moins pour tout ce qui est à base de fruits, boissons aux fruits. Ce qu'on observe, c'est une vague d'acteurs qui rentrent, bénéficiant des avantages certes fiscaux comme nouvel entrant, mais qui cassent les prix sur le marché pour prendre des positions avec des produits de moindre qualité. Le consommateur le constate, mais le consommateur n'a plus le pouvoir d'achat de faire le choix. Donc soit il n'achète pas, d'accord ? Soit il achète et il sait qu'il a acheté un produit de moindre qualité que celui qui est en face, mais qu'il ne peut pas payer l'autre. Dans notre cas, nous aujourd'hui, on souffre financièrement, et on a souffert 2016-2017, et on a été obligé de prendre des mesures qui sont très douloureuses pour l'entreprise au cours de l'année 2018, qui permettent à l'entreprise de retrouver sa rentabilité, certes, mais à quel prix ? À quel prix on retrouve la rentabilité ? On retrouve une rentabilité qui ne nous permet pas d'investir. Et voilà, c'est ça qui est grave. C'est toujours la fonction investissement qui est là. Quand je parle de déflation, il faudrait que rapidement, on regarde ce qui se passe sur le marché algérien en termes de déflation, c'est-à-dire en termes de baisse de prix de vente du monde de l'industrie. Parce que baisse de prix de vente, ça veut dire baisse des investissements dans un avenir proche, c'est-à-dire sur le moyen et sur le court et le moyen terme. Les entreprises n'auront pas les moyens d'investir. Investir où ? Investir, certes pour le marché local, mais s'inscrire dans une perspective export sans avoir les moyens d'investir, je suis désolé, ce n'est pas possible. Oui, et il existe donc au gouvernement cet agenda de l'export qu'on va rapidement évoquer en fin d'émission. Un mot quand même dans la conjoncture, c'est ce nouveau phénomène de l'assemblage en Algérie, de la substitution à l'importation. Vous en dites quoi, vous, à Caire ? Est-ce que c'est une nouvelle filière, une opportunité qui peut permettre d'améliorer déjà le ratio de l'industrie dans le PIB algérien, ce ratio qui est descendu à 5%? Écoutez, moi, cette notion de substitution aux importations imposées, je n'y crois pas. La substitution aux importations aurait pu tranquillement se faire si on avait foutu la paix à l'acte d'entreprendre dans le sens de devenir industriel. À un moment donné, on a complètement entravé tout le processus industriel algérien en ouvrant le marché. Ok, le marché est ouvert, c'est très bien. Mais puisque tu as ouvert le marché, accélère et avantage et favorise l'industriel. Ce qui s'est passé, on a ouvert le marché et on a appuyé sur le frein pour l'industrie. Les tonnes d'autorisation qu'il faut. Moi, j'ai vécu, à un moment donné, une histoire sur un projet industriel d'une entreprise dans laquelle je suis administrateur, mais c'était de la folie. L'autorisation d'exploitation, alors que l'usine est installée, les ouvriers sont payés, les tests sont finis, c'est-à-dire qu'elle est prête à démarrer, l'autorisation d'exploitation, mais 6 mois à venir.
Et l'autorisation du ministère de l'Environnement aussi, etc. Mais pourquoi toutes ces autorisations? Pourquoi? En fait, on a besoin de créer des guichets, on a besoin d'afficher quoi? La force, la virilité de l'État. Mais vous prenez un chef d'entreprise, vous lui envoyez 2 claques et vous lui dites c'est moi le boss, c'est moi l'État, c'est moi l'autorité, je te donne un coup de poing dans la gueule, ça me suffit plutôt que de me mettre avec des autorisations et des papiers. Transparency International ne dirait pas ça. Transparency International dirait ce sont des guichets pour négocier de la corruption. Mais c'est ce que j'allais dire à l'instant. C'est des guichets de corruption. Mais pourquoi? En plus de tout ce que nous payons comme impôt, pourquoi nous devons aussi payer la dîme à telle et 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 telle personne dans le processus bureaucratique? Accélérer la digitalisation de l'administration algérienne, c'est quelque chose de très important. Est-ce que vous savez? Eh ben, ça, je suis sûr que vous ne le savez pas. On a fait tout un tintamarre autour de la carte d'identité biométrique. Mais la carte d'identité, entre guillemets, électronique, la carte d'identité digitale, pas biométrique, digitale. Vous savez depuis quand le projet était fait, pré-finalisé? Vous savez en quelle année? Il doit faire au moins 5 ans? Non, j'étais dedans. Non, monsieur, pas 5 ans. En 1989, le projet était finalisé, terminé. Les équipements étaient... On ne parle pas du même digital, là, monsieur. Non, monsieur, d'une carte d'identité, format carte de crédit, infalsifiable. Avec la puce de l'époque. Il n'y avait pas encore de la puce, mais il y avait la bande magnétique. Et ce sont les obstacles bureaucratiques qui l'ont empêché, parce que c'était une boîte privée qui avait développé la solution. Non, pas du tout. C'était le ministère de l'Intérieur qui avait développé la solution. Un appel d'offres international a été lancé. Il a été gagné par une firme internationale en collaboration avec 2 ou 3 grands bureaux. Tout était prêt, la maquette était prête, les cartes étaient prêtes. Tout était prêt en 1990. En 24 heures, le projet a été arrêté. Nous ne savons pas pourquoi. À ce jour, 1980. On posera la question à M. Mohamedi, ministre de l'Intérieur de l'époque. Non, il ne le savait pas. D'accord. M. Mohamedi, ministre de l'Intérieur de l'époque. Je pense qu'il ne le savait pas. Bien. Alors, on a bien compris, la substitution de l'importation, c'est pas une solution à laquelle vous croyez beaucoup. Vous dites plutôt promotion de l'investissement algérien. Promotion de l'investissement. Construire de la cohésion dans la politique industrielle algérienne. C'est ça qui va avoir du sens. Et accompagner les investisseurs. Quand je dis accompagner, un investisseur qui débarque, qui dit, voilà, j'ai un projet. J'aime employer ce mot. Tapis rouge. Dérouler le tapis rouge pour un investisseur, c'est quoi? C'est avoir un interlocuteur, un type qui va lui dire, écoutez, à partir d'aujourd'hui, monsieur, votre projet nous intéresse, vous allez créer 250 emplois dans telle région, je suis votre interlocuteur, je vous règle les problèmes dans la journée. Je ne résiste pas à la tentation de vous poser une question qui sort un peu de la feuille de route d'aujourd'hui. Ce que vous êtes en train d'appeler de vos voeux, est-ce que c'est pas ce qu'est en train de faire M. Oueltrado à la tête de son Est-ce que c'est pas lui le chef d'entreprise privée numéro 1 en Algérie? Il passe une transaction à l'étranger, une monumentale transaction. Ouais. Et il avance et il devient l'interlocuteur des grandes compagnies et bypass le cadre légal. Bon, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Vous avez une opinion sur ce qui est en train de faire? Est-ce que c'est pas ça qu'il faut faire? Non, honnêtement, j'ai pas d'opinion. D'abord parce que je suis pas du tout ces déclarations. Je suis pas forcément. Mais c'est un management en mode privé, ça. Oui, c'est un management en mode privé. Tel que vous me le décrivez, oui, c'est un management en mode privé. S'il le fait, c'est bien. Mais vous savez très bien qu'en Algérie. Tapis rouge, c'est ce qu'il est en train de faire pour les partenaires étrangers. C'est le mot tapis rouge qui m'a déclenché. Mais quand c'est tapis rouge comme ça, et qu'il n'y a pas, c'est pas adossé à un leadership fort, une décision forte, avec des règles de jeu claires, nettes et précises, ça peut déraper. Ça dérape. Et tapis rouge, personne ne l'accepte comme ça. Moi, quand je dis tapis rouge, je dis Monsieur Untel, je le désigne, je le nomme, il a pour mission d'accompagner, et il a, pour chaque investisseur, l'investisseur dans un délai d'1 semaine doit avoir toutes ses autorisations pour pouvoir travailler, et monsieur là est responsable, il a l'autorité, il a le pouvoir pour accompagner les investisseurs, ça c'est bon. Mais dire il a décidé tout seul parce qu'il a la relation avec monsieur X qui est le conseiller 2 et 2 et 2, non, ça peut pas marcher. La transition vers le dernier sujet de notre entretien de ce matin dans l'invité du direct, les compagnies étrangères, le capital étranger, il est quand même nécessaire pour aller à l'exportation, si on doit rattraper le retard. C'est pour parler d'exportation, on a bien compris. Hein. Alors, je vais faire presque une prière, parce que c'est le ramadan. IDE. Je ne sais pas si est-ce que ça sonne dans la tête. C'est quoi IDE? Est-ce que IDE, investissement direct étranger pour les non-initiés. Pour les non-initiés.
Est-ce que IDE paranoïa? Est-ce que IDE ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est ségrégation? Est-ce que IDE ça veut dire menace pour la sécurité du pays? Pourquoi? Mais pourquoi on doit se priver de tout cela? Pourquoi on doit se priver? Pourquoi? Parce que certains cercles du pouvoir, du patronat, je vais dire, parce que il y a des cartes à redistribuer. Je vais faire l'avocat du gouvernement, parce que ArcelorMittal a laissé choir Al-Hajjar. Voilà. Non, je pense pas. Mais je vais vous poser un problème. Je suis étranger, je viens investir en Algérie. Ok, j'accepte votre règle 49-51. J'ai un projet de 80 millions de dollars. C'est ce que j'ai fait dernièrement d'ailleurs. Et ce projet de 80 millions de dollars, j'ai trouvé un partenaire algérien. Très bien. Au bout de 2 ans, 3 ans, mon projet se développe très très bien. Ok ? J'ai besoin de faire une augmentation. L'investissement a eu lieu. Ouais, non. C'est une image. Parce que j'allais vous dire, votre partenaire, c'est Ali Haddad dans ce cas. Mon projet de 80 millions de dollars, il y avait 40 millions de dollars à diviser en deux, puisqu'on a obtenu un crédit bancaire. 20 millions de dollars la partie algérienne, 20 millions de dollars la partie étrangère. Ok ? La partie algérienne a mis 20 millions de dollars. C'est lourd, 20 millions de dollars. Bon, pour moi, c'est lourd. Il y en a pour qui peut-être c'est moins lourd. Mais pour moi c'est lourd. Et le nombre de gens pour qui c'est pas lourd se compte sur les doigts d'une main en Algérie. Soyons sérieux. Augmentation de capital, j'ai besoin de mettre 10 millions de dollars de plus parce que... Ça marche bien. Mon partenaire me dit j'ai pas d'argent à mettre. Qu'est-ce qu'on fait? Non mais qu'est-ce qu'on fait? Alors on va vous raconter l'histoire du pacte d'actionnaires qui va permettre de contorsionner. Mais pourquoi ne pas foutre la paix aux investisseurs internationaux? Alors, vous voulez IDE, il n'y a qu'à mettre la barre beaucoup plus bas, quelque chose de rationnel, qui a du sens. Mettez 5%, mettez 10%, ne mettez pas 51% pour la partie algérienne. Que l'Algérien soit au minimum de 7%, admettons, 10%. Qu'il soit présent dans le tour de table. Qu'il soit présent dans le conseil d'administration, qu'il soit présent dans le tour de table, qu'il ait un droit de préemption en cas de vente. Qui n'a pas été appliqué dans le cas d'Albrab avec avec Orascom. Avec Orascom. Donc, vous voyez un peu ce genre de choses. Pourquoi refuser les IDE? Pourquoi? Parce que, attendez, je voudrais refaire l'exercice sur l'industrie rapidement. Combien représente l'industrie hors hydrocarbures en Algérie? On l'a dit, 5% tout à l'heure dans le PIB. C'est 4 à 5% du PIB. On est d'accord. 4 à 5% du PIB, faites votre calcul. Mettons le PIB à 200 milliards de dollars pour faire simple et pour simplifier l'exercice. Ça fait 8 milliards de dollars. On est en train de parler de 8 milliards de dollars. Bon. Combien génère de revenus nets après impôt 8 à 10 milliards de dollars, en étant très généreux. Ça, c'est vous qui le connaissez? Mais non, mais 4 à 5%. D'accord. Ok. C'est quoi 5% de 8 milliards de dollars? C'est 400 millions de dollars. Ok. Vous distribuez pas de dividendes. Vous donnez pas d'argent aux actionnaires. Ce qui est une aberration, mais admettons. Vous allez emprunter combien? 400 millions, vous pouvez mettre 400 millions avec. Vous amenez même un investisseur étranger, les 400 millions complets, vous faites du levier, c'est-à-dire vous allez chercher de l'argent avec 400 millions, vous allez ramasser peut-être 400 millions avec, globalement vous allez avoir 1,2 milliard, 1,5 milliard. On est toujours petit bras. Mais qu'est-ce que c'est que 1,5 milliard pour l'industrie algérienne, pour développer l'Algérie? On a besoin de services, on a besoin d'infrastructures, on a besoin d'industrie, on a besoin de l'agriculture. J'étais à Biskra dernièrement, mais c'est une explosion. Les besoins en logistique, dans l'agriculture et dans la chaîne logistique pour pouvoir vendre le produit localement et à l'international, les investissements sont énormes. Une plateforme logistique, ça coûte une fortune. Qui va pouvoir faire? Monsieur X, Monsieur Y, mais combien sont-ils? 3 ou 4? Mais vous pensez que 3 ou 4 personnes vont faire toute l'économie d'un pays de 50 millions? Vous avez un point de vue que vous avez dit à plusieurs reprises qui, à mon avis, n'a pas été suffisamment repris. Vous considérez qu'on a trop exagéré la capacité, les fonds propres du capitalisme algérien. Oui. Et c'est surdimensionné. Oui, les gens qui disent l'épargne domestique, etc. Non, on n'a pas. C'est surdimensionné selon vous. Alors, attention, je parle de l'industrie. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent dans le secteur informel. Est-ce que cet argent, on a la capacité de le mobiliser? Oui, non, peut-être une partie. Mais la totalité, telle qu'on espérait ou telle que certains étaient en train de raconter des histoires, c'est pas possible. Il y a 50% du PIB qui tourne, 50% du PIB qui tourne. Ça veut pas dire qu'il y a 50% du PIB. L'exportation, on va finir sur ça. Ça faisait partie de la feuille de route. L'exportation et le Maghreb sont deux sujets qui me préoccupent et qui me touchent
particulièrement. Premièrement, l'exportation, dont vous avez eu l'occasion de voir un peu ce qui se passe en termes d'export sur l'Afrique en étant à Abidjan. Nous-mêmes, nos équipes étaient là-bas. Il y a des opportunités qui sont pas faciles et elles sont encore plus difficiles pour les opérateurs algériens. Pourquoi ? Parce que les opérateurs algériens, contrairement à tous les autres, ne bénéficient pas de cet accompagnement. C'est quoi l'accompagnement ? L'accompagnement, évidemment, c'est du support de la part des représentations diplomatiques qui ont des gens très actifs au niveau économique. Ça commence. Bon, là-dessus, c'est bien. Non, ça commence. Mais l'accompagnement le plus important, si je veux me positionner sur un marché, le Sénégal ou Bénin dans votre cas. Le Bénin, je prends même le cas de la Tunisie. J'ai besoin, par exemple, de mener des campagnes de communication localement. Je veux faire de la pub. C'est pas la personne que j'ai identifiée à qui je vais vendre mon produit qui va le vendre, qui va payer de la pub pour ma marque. Les grandes multinationales, elles payent leur pub ici en Algérie. C'est pas leurs représentants locaux qui payent la pub. On est obligé de payer notre pub. Comment on va faire ? On n'arrive pas à sortir un dinar algérien pour aller payer une pub pour se déployer sur un marché, pour faire une communication, pour organiser un événement autour de nos marques. On traficote à droite à gauche, on construit des tonnes d'épées de Damoclès sur nos têtes pour que l'État puisse mieux nous taper quand il a envie de nous taper et de nous mettre la tête vraiment là où il faut pas. Mais pourquoi ça ? Pourquoi on doit supporter ça ? Pourquoi le patronat ne vient pas mettre ça sur la table et dire écoutez, non, c'est pas possible. Et de ce côté-là, c'est pas sur votre feuille de route, dans PRE, c'est pas un aspect qui. Non, c'est pas un aspect qui est repris, mais ce leitmotiv du gouvernement à dire exporter, je veux bien. Des acteurs comme Condor, c'est différent. Parce que c'est différent d'abord parce qu'il est dans l'électronique, deuxièmement parce que je ne sais pas comment il a construit une capacité extraordinaire à se déployer à l'international, il a des partenaires locaux qui sont prêts à investir pour pouvoir avoir sa marque, mais nous ne sommes pas dans les mêmes secteurs. Chaque secteur a sa spécificité en termes d'export. Le secteur des liquides en général, c'est différent. D'abord parce qu'un liquide, c'est lourd à transporter. Deuxièmement, et c'est cher. Deuxièmement, un liquide, ça dépend évidemment de la valeur ajoutée dans ce liquide. Toutes les boissons alcoolisées sont des produits liquides qui se transportent bien parce que les marges sur les boissons alcoolisées sont très importantes et qu'elles permettent d'absorber les coûts logistiques. Les eaux minérales sont des secteurs d'activité où vous ne pouvez pas transporter réellement facilement les liquides, à l'exception des grandes marques qui se sont installées, les Evian, les Vichy, les Perrier. Qui ont de la marge. Et les San Pellegrino. Sinon, vous voyez rien d'autre dans le monde. C'est pas possible, qui ont de la marge. Elles permettent d'absorber le coût logistique. Donc nous, je pense qu'il faut avoir une politique claire en matière d'export, bien ciblée. Quels sont les produits qu'on veut exporter ? Et pour ne pas disperser ses forces, ça sert à rien. Je vais pas, moi, attaquer tout azimut l'export alors que je ne pourrais pas. Moi, je considère que l'agriculture algérienne, actuellement, est un secteur d'activité très intéressant, qu'il faut regarder de très près. Il faut regarder de très près, soutenir par évidemment des investissements lourds, parce que l'agriculture, ça rapporte pas forcément tout de suite de l'argent, ça met du temps pour apporter de l'argent et pour permettre du réinvestissement, donc il faut soutenir ce métier-là, mais il faut qu'il y ait des acteurs professionnels de la logistique de l'agriculture et il faut qu'il y ait des acteurs professionnels de la vente sur le marché international pour pouvoir exporter les produits agricoles. C'est Manier, le dernier mot, le Maghreb, vous avez réussi. Alors, est-ce qu'on peut avancer, ma question est précise parce qu'on ne peut pas faire, c'est une émission à part, est-ce qu'on peut faire avancer un partenariat d'exception, d'excellence entre l'Algérie et la Tunisie, faire ce qu'on n'a pas pu faire dans le cadre de l'UMA, essayer de le faire avancer entre l'Algérie et la Tunisie. Oui, d'autant plus qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir à la tête du patronat tunisien un amoureux de l'Algérie, voire même algéro-tunisien, comme moi. Il est donc d'abord amoureux de l'Algérie, parce que depuis jeune, son père l'a imprégné de l'amour de l'Algérie, et ça, on peut pas lui renier cela. C'est quelqu'un d'extrêmement professionnel qui croit beaucoup à la paire Algérie-Tunisie. Malheureusement, du côté algérien, du côté du patronat algérien, j'insiste, alors là, il y a une espèce de mur et de frilosité et de rejet d'un rapprochement quelconque avec le patronat tunisien qui me surprend. Concrètement, 2-3 mesures qu'on pourrait prendre à la faveur de cet alignement des planètes. Je pense qu'il faudrait très rapidement organiser une grande rencontre, patronat algérien, patronat tunisien, et qui devrait être sanctionnée par
des projets algéro-tunisiens très rapidement. Des co-investissements. Il faudra c'est une rencontre qui devrait être préparée. Moi, je la vois très bien pour la rentrée, pour septembre, octobre 2018. Le patronat tunisien, puisque j'ai l'occasion, c'est un garçon en plus qui était au lycée avec moi, et on est très proches de par nos pères aussi, parce que c'est nos pères qui ont construit l'agroalimentaire algéro-tunisienne. Ça, il faut le rappeler. Mon père est le père de monsieur Samir Mejoul. Donc, nous pouvons faire beaucoup pour le rapprochement des deux pays. Nous pouvons faire beaucoup pour rendre nos économies interdépendantes, parce que c'est ça l'avenir. C'est ce qui va nous éloigner de la tentation Caire a organisé un atelier dans les matinales de Caire sur l'union douanière. Est-ce qu'on ne peut pas engager un début d'union douanière avec la Tunisie ? On pourrait le faire. Mouloud Hadir, qui est le spécialiste du sujet, y croit. J'y crois aussi, mais vous savez, en Algérie, c'est toujours ce côté politique qui bloque, où il y a toujours quelqu'un, on ne sait pas qui, dans la machine, qui arrive et qui dit « je suis le grain de sel, j'ai pas envie que l'Algérie avance ». Moi, je pense que ces individus-là, il va falloir un jour, d'abord qu'on mette un nom, et qu'on les neutralise définitivement. C'est Matmani, avant de neutraliser ces personnes. D'un mot, une union douanière, ça signifierait qu'un produit qui rentre par un port tunisien peut venir en Algérie sans payer de nouvelles douanes, de nouvelles taxes douanières, il va les payer une seule fois à l'entrée, et donc, d'une certaine façon... De la même façon, de l'autre côté, un produit algérien qui irait en Tunisie. Et donc la frontière deviendrait moins opérante pour les marchandises déjà. Non mais attendez, la Tunisie est ouverte à la plus grande économie du monde, l'Algérie aussi, l'Union Européenne. On est en train de dire Goliath, l'Algérie a très peur de David, le tout petit, et au-dessus de Goliath, il y a encore plus grand que Goliath, qui est l'Europe, et les deux n'ont pas peur de plus grand que l'Europe. C'est incroyable. Il y a de l'incohérence. Encore une fois, de l'incohérence. Pourquoi ? Parce que aussi, je dis, ici, on respecte pas un peu ce que font les voisins. Je parle pas du Maroc. Oublions, parce que ça risque de créer des polémiques. J'ai pas envie de rentrer dans une polémique. Mais la Tunisie, c'est un petit pays, par rapport à l'Algérie. C'est pas un grand pays, la Tunisie. Il y a 10 millions d'habitants. Mais on est en train de parler ici de 45 millions d'habitants cette année. Si 45 millions d'habitants se mettent toute la journée à trembler à cause de l'économie tunisienne, je suis désolé, c'est qu'on n'a rien compris. C'est qu'on ne croit pas en son économie, c'est qu'on ne croit pas en son entrepreneuriat privé, on ne croit pas en ses ressources humaines, à sa population, à sa capacité de résilience. Vous y croyez, vous, Slimane Matmani ? Moi j'y crois dur comme fer, et je suis convaincu que Algérie-Tunisie, c'est la paire gagnante. Ça fait des années que je ne suis pas le seul à le répéter. D'autres personnes, et je vais vous étonner quand je vais citer la personne qui est Reda Hamiani. Quand il a cité la paire Algérie-Tunisie il y a quelques années à l'IACE et même en Algérie, tout le monde l'a un tout petit peu regardé de travers. Mais moi je trouve qu'il avait parfaitement raison. Reda Hamiani, ancien président du Forum des chefs d'entreprise. Moi j'y croyais dur comme fer, et je continue à y croire dur comme fer, mais on n'est pas suffisamment nombreux. On n'est pas suffisamment nombreux. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette espèce de jalousie sur ces affaires. On n'a pas parlé des affaires, justement, de gros projets industriels. Il faudra qu'on en reparle. Il faudrait revenir, monsieur Slimane Matmani. Je reviendrai, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir été l'invité du direct ce matin. De rien, merci. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.